au piège de l'extraversion, qui nous libère de ce que le prospectiviste français Bertrand de Jouvenel appelait le triomphe ou la dictature de la causalité extérieure. En effet, comme l'a analysé Frantz Fanon, l'homme africain a longtemps souffert du complexe de coloniser. Il s'est dépouillé de sa dignité et, dans une espèce de métamorphose avilissante, s'est auto-infériorisé, a même promu la glorification, sinon la déification de l'ailleurs et surtout de l'Occident. Cette idéalisation des modèles importés et des modules d'extranéité nous ont parfois éloignés de nos valeurs endogènes d'humanisme, de fraternité, de solidarité, de durabilité du progrès, mais aussi de quête de l'harmonie et de la paix sociale, valeurs adossées à des croyances, à des mythes, à des épopées, à des légendes, bref, à une spiritualité de la transcendance des divinités, dans toute l'unité. Car, comme le disait Confucius, parce que le ciel est le fondement de toute chose, les ancêtres sont le fondement de l'homme sur terre. Entendons-nous bien. Dans la quête de l'harmonie et de la paix sociale, il ne s'agit pas, pour nous, Africains, d'inciter à la fermeture. Dès lors que, et nous revenons à Cheikh Hamidou Kane, l'ère des destinées singulières est révolue. Dès lors que, depuis Valéry, nous savons que le temps du monde fini a commencé et qu'il est acquis que l'ère des cultures closes est close, l'ère des cultures ouvertes est ouverte. Cette ouverture à l'autre est aussi pour nous, Africains, une couverture intangible contre l'isolement et le dépérissement dans l'autarcie. Nous, Africains, devons, par nos contributions intellectuelles, comme c'est le cas avec cet ouvrage sur l'illustration de l'Afrique, nous, Africains, devons être présents dans le monde. Nous devons être connectés à toutes les fréquences du monde, à toutes les nuances du monde, sous toutes les latitudes et sur toutes les altitudes. Dans ce monde en perpétuelle mutation, dans ce monde en constante fluctuation, où se sont abattus comme un raz-de-marée à l'échelle planétaire les vagues de la mondialisation, l'homme africain doit prendre conscience de ce que cette mondialisation, justement, est un vent qui ne gonfle pas de manière équitable tous les voiles, comme le disait le regretté Kofi Annan, alors secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. D'où la fécondité du concept de mondialité forgé par l'écrivain antillais Édouard Glissant. Les voiles du bateau Afrique doivent être orientées, guidées par un nouveau type d'homme, sans lequel la civilisation de l'industration ne peut véritablement prendre corps. Ce nouveau type d'homme exemplaire, fût-il éphémère ou idéal, mais en tout cas mortel, doit être convaincu que son salut se trouve dans l'héritage de ses ancêtres. Cet héritage est un patrimoine dense et foisonnant, riche et prolifique. Plus que jamais, l'homme africain, dans la quête du savoir et du savoir-faire, pour son bien-être,
doit s'inspirer du capital extraordinaire de cette tradition pour gérer le quotidien, générer la prospérité et affronter ce que Alvin Toffler appelle le choc du futur. Croyez-moi, nos ancêtres, depuis la nuit des temps et tout au long de l'histoire, grâce à leur créativité, à leur inventivité, à leur ingéniosité et même à leur religiosité, nous ont légué dans la plus grande générosité un capital extraordinaire de trésors. Et si l'on considère, à juste titre, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors ce capital de trésors doit être préservé et valorisé pour le plus grand bien des générations à venir. Et ces trésors, très précieux, doivent enrichir le patrimoine de l'humanité. Car l'Afrique a aussi porté, transporté, apporté, depuis les temps anciens, y compris et surtout avec l'Égypte pharaonique, une contribution éminente au développement de la science et de la technique. Soyons concrets, puisque Monsieur le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, dans son invitation, me sollicite aussi en qualité de gardien des traditions. Jean Eudienne a été davantage concret encore tout à l'heure en exemplarisant, en illustrant. Nous serons peut-être un peu plus ésotériques pour des raisons qu'on n'expliquera pas ici, mais je voudrais très succinctement insister sur l'un des éléments fondamentaux, l'un des éléments fondateurs de la force, que dis-je, de la puissance de nos traditions. Il s'agit, et leur majesté, les chefs traditionnels ici présents, je connais le chef, sa majesté Tchalandjoron, le chef Bondor, le fond Sofoi de Babongo, puissante chefferie où il y a, par sous contrôle du représentant de l'UNESCO, matière à découverte de trésors sculpturaux extraordinaires. Nous y avons été, et bien d'autres majestés. Je parle sous leur contrôle. La puissance de nos traditions réside dans le dialogue avec la nature. Le dialogue avec la nature. Et le président du musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac, au cours d'une excursion récente au musée de l'eau. L'eau, c'est environnement, art et univers social chez les Sawa, musée que nous avons eu le bonheur de fonder sur les berges du Bouri, dans notre village, nous faisait comprendre combien il était fasciné par notre capacité à dialoguer avec la nature. Certes, l'UNESCO promeut depuis quelques décennies les concepts de dialogue des cultures, de dialogue interculturel, de dialogue interreligieux. Mais encore faut-il que, dans ces dialogues, la voix de l'Afrique soit crédible et audible. Et ici, la responsabilité des élites africaines est interpellée. Elle est d'autant plus qu'à l'immensité de leurs connaissances et de leur savoir savant, leur savoir livresque, acquis dans les universités occidentales ou d'inspiration occidentale, s'oppose parfois, hélas, l'ignorance parfois déconcertante de leur propre tradition. Aussi bien, pour nous, l'une des conditions de l'efficacité du message de l'industrialisation a pour vecteur la nécessité, que dis-je, l'impératif du retour au dialogue avec la culture, avec la nature, du retour au dialogue avec la nature. Nous devons nous réapproprier les secrets de l'osmose, de la symbiose avec la nature. Nous devons redécouvrir les vertus de la maîtrise des mystères féconds de la nature
à travers ces divers éléments, l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. La nature, à travers ses principaux règnes, le règne animal, le règne végétal, et j'ai entendu que certains chercheurs ont mis même en évidence la thèse sur le concept de métamorphose d'hommes en animaux en pays Bassa. Cette thèse elle est bien connue. Et toutes nos cultures, toutes nos traditions mettent en évidence cette capacité de l'homme à se fondre dans la nature, soit en tant que végétal, soit en tant qu'animal, étant lui-même consubstantiellement un animal et participant tant du végétal que de l'animal. Et les attributs des autorités traditionnelles, l'accoutrement, les régalias des autorités traditionnelles révèlent la présence symbolique du végétal et de l'animal, et même du minéral, en celui qui incarne les traditions en l'autorité traditionnelle. En communion avec ces éléments dans lesquels il doit trouver les sources et les ressources de sa vie, de sa survie, de sa vitalité et de sa santé, de sa productivité et de sa prospérité. Ce rapport, Dieu merci, en Afrique, est respectueux de la nature et évite la frénésie du gaspillage. Les récits avaient fait pousser au club de Rome, le célèbre club de Rome, sous la présidence d'Aurelio Pecei, un cri d'alarme, halte à la croissance. Cri d'alarme amplifié par le célèbre rapport Sitio-Manchont sur les limites de la croissance. J'en finis avec la dimension immatérielle. Sur le plan immatériel ou spirituel, les interactions bénéfiques avec la nature passent généralement par des rites en des lieux sacrés, en tout cas en des lieux consacrés. Il peut s'agir d'une forêt sacrée, il peut s'agir d'un sanctuaire fluvial, à l'instar du gouffre de la Pléiade, sur le fleuve Vouri, dont nous avons le privilège d'être l'un des gardiens, à l'instar d'un baobab sacré. Chez les bobos du Burkina Faso, par exemple, le principe du renouveau et de la régénération est invoqué par le masque d'eau pour obtenir la pluie et la fertilité. Voyez-vous, sans pluie, il n'y a pas d'industrie agricole, il n'y a pas de production agricole. Or, la spiritualité permet d'aboutir à la fécondité à travers la médiation que l'homme, les initiés, entretiennent auprès de la nature afin que celle-ci soit propice à de bonnes récoltes. Sur le plan matériel et opérationnel, M. Jean-Eudes vient m'a donné à foison des exemples tout à l'heure. Mais nous pouvons dire, puisque nous sommes actuellement dans cette crise sanitaire internationale, cette pandémie qui nous fait porter tous des masques, la réalité de notre environnement a montré qu'il est possible de traiter le coronavirus et bien d'autres pathologies encore avec les plantes de notre pharmacopée traditionnelle. Et comment l'agro-industrie peut-elle ignorer que nos pratiques agriculturales anciennes, respectueuses de l'environnement et des écosystèmes, ont permis de nourrir d'innombrables générations de nos prédécesseurs. Le professeur Charles Minambikoy, dans une autre vie, me rappelait combien il était nécessaire d'implémenter le concept d'ALIPA, alimentation patrimoniale des Africains. Cette alimentation patrimoniale des Africains qui, hélas, au paradoxe, au scandale,
a fait en sorte qu'au XIVe siècle, au XVe siècle, les négriers ont trouvé sur le continent africain des hommes tellement forts, tellement robustes, qu'ils en ont fait des esclaves et ont permis le développement en Amérique, aux Antilles, dans les Caraïbes. Et il est aussi vrai que nos pratiques traditionnelles de chasse et de pêche étaient garantes de la préservation de la diversité biologique de nos forêts et de nos cours d'eau. Cette diversité biologique dont la Convention de Rio de 1992 a fait un cheval de bataille. Et pourquoi les industries extractives, par exemple, devraient-elles ignorer les pactes passés par les ancêtres des populations autochtones avec les divinités protectrices des sous-sols à exploiter? Je parle là, sous le contrôle de mon frère et ami, ancien ministre de l'Industrie, mais pas seulement à ce titre. Charles Salé, le sénateur Charles Salé, qui comprend bien de quoi je parle. Évidemment, cela suppose une certaine initiation. D'où l'appel à l'inventaire et à la revalorisation des mécanismes de transmission de nos connaissances et savoirs traditionnels. D'où l'interpellation aux chefs traditionnels pour que notre patrimoine culturel immatériel soit jalousement sauvegardé. L'assomption de ce plaidoyer est peut-être une voie salutaire pour la rédemption de l'Afrique. Amadou Hampâté-Bâ, un sage de l'Afrique, nous a donné un merveilleux enseignement dans une conférence dont le titre était « Qu'est-ce que la parole ?» Et il nous renseigne sur l'utilité de la parole, mais aussi sur les vertus du silence dans les traditions africaines. Et on dit, voici venu le temps pour moi de me taire. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était le professeur Narcisse Oyedekobi, universitaire et aussi peut-être même sur Jean Tabimanga, mon voisin de droite. Le professeur Jean Tabimanga, qui est recteur honoraire des universités camerounaises et en ce moment directeur général du Centre africain d'études olympiques. C'est à vous la parole, professeur. Monsieur le ministre de la Recherche et de la Coopération de l'Université de Yaoundé 1, Monsieur le professeur Vincent Toutain-Godet, directeur du Centre des études et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2 à Soa, Leur Majesté les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, cher ami professeur Charles Binam Ducoy et secrétaire exécutif du CERDO Tola, merci de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette cérémonie de présentation officielle du support conceptuel de ce que je peux modestement appeler le projet Indus Tradition de l'Afrique.
D'emblée, je voudrais féliciter toute l'équipe, hommes et femmes de culture, réunis au sein du CERDO-TOLA sous votre coordination et qui a conduit à l'exigeant, monumental travail de conception, d'analyse, d'explication, et nous venons de le suivre à travers l'exposé du Dr Bien, d'illustration du concept opératoire, industrie-tradition qui en même temps un des projets qui aujourd'hui est présenté. Mon cher ami, vous me permettrez de dire que en parcourant cet ouvrage, vous m'avez offert, vraiment, vous m'avez demandé un pinceau pour lire tout ceci. Et surtout qu'il représente pour moi ce qu'on dit habituellement, un véritable travail de bénédictin au regard de la qualité innovante de la réflexion, du soin apporté à la clarification des concepts, à la précision aussi du détail et des nuances, afin, me semble-t-il, c'est comme cela que je l'ai reçu, afin de désambiguïser toute lecture, ou si vous préférez, toute herméneutique. Chers amis, je vais vous avouer un trouble. Quand j'ai fini, j'ai achevé la lecture de cet immense livre, si attachant du reste, et après avoir pris de la distance que doit observer tout chercheur, après avoir pris de la distance, et de la bonne distance, par rapport à son contenu, par rapport à ses trajectoires, mon cher ami, j'ai cherché longtemps à identifier et à comprendre ce que je peux appeler la ligne de nouveauté de ce discours, du discours qui est tenu dans cet ouvrage et des discours que nous venons de suivre. Quelle est la ligne de nouveauté? Autrement dit, est-ce que cet ouvrage réellement m'apporte quelque chose de nouveau par rapport au savoir qui est aujourd'hui le nôtre, et immense déjà, en relation avec ce que on a appelé l'émergence. L'émergence de l'Afrique et tout ce discours justifié et développé depuis 2010
j'ai terminé, quand j'ai fermé cet ouvrage, la réappropriation du discours sur les traditions en ces temps-ci qui sont les nôtres. En fait, mon cher ami, je n'ai pas trouvé que cet ouvrage était une justification naturelle des discours sur les politiques nationales d'émergence. Année de célébration des cinquantenaires des indépendances africaines, sous le mode festif et réflexif, l'Afrique noire, le sous-continent noir, a eu à dresser le bilan de ses trajectoires politiques, de ses trajectoires économiques, sociales et culturelles. Il me souvient très nettement que sous la coordination de mon ami M. Makili Gassama, d'éminents chercheurs, sociologues, anthropologues, philosophes, politistes, économistes, socio-économistes, ont eu à présenter un bilan sans complaisance de l'Afrique, de ses marches, à travers un ouvrage aujourd'hui de référence scientifique et politique demeuré incontournable aujourd'hui et qui s'intitule « 50 ans après, quelle indépendance pour l'Afrique ?» L'ouvrage, cher ami, on le sait, ouvre des perspectives tout à fait stimulantes, tout à fait engageantes, et qui conduisent, comme vous venez de le dire, à la fois les ministres de la Culture, des Arts et de la Culture, et le ministre, Sa Majesté Narcisse Mouenekombi, ministre des Sports. Cet ouvrage a permis donc ces avancées en termes de sursaut de l'Afrique dans les domaines de l'activité humaine. Lorsque j'ai fini de lire ceci et j'ai vu la bonne dimension, la bonne mesure de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à cet immense travail de bénédictin, je me suis dit oui, à la vérité, le philosophe béninois Stanislas Addo-Thévi avait raison lorsqu'il invitait et recommandait aux politiques et aux hommes et femmes de culture de l'Afrique de se doter des concepts opératoires pour éclairer, illuminer rationnellement les nouvelles trajectoires à entreprendre. Et bien sûr, ce n'est pas des concepts pour des concepts, mais des concepts signifiants. Des concepts qui, à travers leurs signifiants, nous amènent à nous interroger et à intelliger les différents signifiés. Car il ne s'agit pas simplement d'avoir des concepts qui sont signifiants. Encore-t-il que les signifiés nous soient dévoilés.
nous savons que les propositions n'ont pas manqué pour exemplifier cette nouvelle démarche. D'aucuns ont longuement parlé de la renaissance africaine pour traduire justement à travers des concepts nouveaux, opératoires, la démarche qui pourrait être comparable à celle d'aujourd'hui. Et cette renaissance africaine s'est faite en écho à la négro-renaissance de Harlem, des poètes de Harlem, qui ont eu à exprimer leurs rêves, leurs aspirations. Je vais parler ici de Langston Hughes, de Countee Cullen, de John Touma. Puis se sont ajoutés les panafricanistes que nous connaissons et qui effectivement caressaient cet espoir qu'une fois de retour en Afrique, ils deviendraient des Black Stars. C'est très symbolique, le ministre Moelle Kombi a parlé tout à l'heure de symbolisme. Voilà encore un autre symbolisme. Les Black Stars, du nom de ce bateau qui transportait les Africains noirs, enfin, les Noirs américains, qui rentraient en terre africaine pour de faire en fait de cette terre africaine un lieu. Le mot n'était pas lâché, cher ami, mais le mot existait conceptuellement. Donc pour réaliser quoi? L'émergence. L'émergence de l'Afrique. Et le mot Black Star a gardé toute sa résonance à travers le grand souvenir, n'est-ce pas, du président ghanéen Kwame Nkrumah Losadiefo. L'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a aussi suggéré une démarche lors d'un symposium tenu à Cotonou en octobre-novembre 2010, en proposant le concept opératoire de refondation de l'État africain post-colonial. Tandis qu'en mai 2010, le président de ce pays, son Excellence Paul Biya, lançait du 17 au 19 mai 2010, à travers, au sein d'une grande conférence internationale, Africa 21, ce concept aujourd'hui devenu le concept africain, l'émergence de l'Afrique. Alors, comment alors ne pas saluer, comme certains l'ont dit, le temps de l'Afrique? Et bien sûr, nous faisons, vous avez fait allusion à cet immense travail de notre ami Severino. Et bien sûr, on peut aussi en ajouter Hervé Bourges, l'Afrique n'attend pas. On a donc pu voir comment les places fortes, les places publiques des capitales africaines ont revêtu des couleurs, ont revêtu des pavoisements tout à fait nouveaux aux couleurs de l'émergence. Mais l'émergence n'a pas touché que les politiques. L'émergence, dans son effervescence messianique, a aussi touché la sphère universitaire. Et c'est la raison pour laquelle, autant qu'ils m'en souviennent, et vous me l'accorderez, à l'université de Yaoundé 2 à Soa,
nous parlions de l'émergence universitaire, non pas tant dans le sens de la métaphore maritime, sortir la tête de l'eau, ce qui à la vérité était d'un symbolisme significatif à l'état numéro 1, mais en fait, à l'état ésotérique, monsieur le ministre Mouedé-Pombi, pour reprendre votre expression, à l'état ésotérique, il s'agissait de sortir la tête du lot commun de la normalité. Nous disions à l'époque de la normalité universitaire, peut-être aujourd'hui de la normalité civilisationnelle, puisque nous sommes ici au sein, n'est-ce pas, du cercle là, et donc au cœur où on pense les cultures, et on pense les traditions et leur devenir. Donc, on a mis en place donc des cultures, des politiques nationales d'émergence partout. Le Cameroun a lancé le DSE. Mais, mesdames et messieurs, et mon cher ami et cher collègue, la nouveauté n'était pas à rechercher de ce côté-là. Bien sûr, il y a des allusions tout à fait significatives à l'émergence africaine, à sa philosophie, à son historicité, même symbolique. Et je reviens encore au-delà du symbolique, de ce qui n'est pas directement apparent et donc de l'ésotérique. L'émergence, pas tout à fait l'émergence, disons, la nouveauté que je cherchais est à chercher ailleurs. Alors, quelle est-elle? Cher ami professeur Benambikoy, aussi loin que je puis remonter dans le temps long qui s'écoule, afin de pouvoir caractériser cette œuvre magnifique, je n'ai trouvé qu'un concept. Pour enfin le qualifier et peut-être même essayer sur un autre plan plus ou moins ésotérique, en saisir toute sa dimension symbolique, en la rattachant à l'histoire littéraire et à l'histoire politique. C'est le terme manifeste. Cher ami, vous nous avez donné un manifeste. Et je vais utiliser le mot manifeste ici pour les littéraires, en référence au manifeste du surréalisme d'André Breton. Et bien sûr, et aux politiques, au manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Pourquoi effectivement je dis que j'ai reçu, quand j'ai fini de lire cet ouvrage, et que j'ai fermé mes yeux, et que je cherchais qu'est-ce que je peux en retirer? Pourquoi le mot, le concept de manifeste s'est imposé à moi? Parce que, de toute évidence, le manifeste, c'est un genre littéraire, mais qui s'est défini par au moins deux considérations incontournables. Il y a d'abord la rupture, et puis il y a deuxièmement la déconstruction du savoir et des goûts. Alors, si je dis que cet ouvrage est un manifeste que vous nous donnez, en écho à André Breton, en écho à Karl Marx, il s'agit ici de quelle rupture? Vous-même, vous aviez dit que cet ouvrage reflétait un paradigme. Donc, je l'ai reçu comme une rupture épistémique. Oui,
Le projet Indus Tradition du Cerdotola est en rupture épistémologique avec les discours qui jusque-là, politiques ou scientifiques, ou sociologiques ou anthropologiques, qui portent et signifient la démarche politique émergentielle, ou si vous préférez, émergentiste, entrevue et formulée depuis 2010. Lorsqu'on fait, et là je vais parler sous l'autorité de mon ami le professeur Vincent Toudin-Boudé, lorsqu'on fait l'herméneutique de ces discours politiques porteurs de l'émergence de l'Afrique, on se rend compte que le cadre théorique ou paradigmatique qui porte ces discours, qui porte cette politique, que ce soit au nord comme au sud, et même singulièrement au sud, montre très bien que tous ces discours reposent sur une simple justification qui est, et vous l'avez dit, la division internationale du travail. Oui, vous me permettrez de le dire ainsi, et je vais vous le dire tel que je le ressens. Nous, Africains, n'avons pas intelligé suffisamment ce que nous avons nous-mêmes appelé émergence. On a construit un discours d'illustration de ce concept, mais sur la base des présupposés théoriques qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne maîtrise pas. Voilà le dilemme. Et c'est pour ça, vous me permettrez de... Oh, je ne sais pas comment vous prendrez cela. Est-ce une critique? Est-ce une observation? Mais c'est pour ça que ces discours, à la fois universitaires et politiques, ces discours émergentiels, ont le défaut de leur qualité. Ils sont littéralement dominés par la philosophie hégémonique ambiante et qui est l'économisme. Je dis bien l'économisme, mais entendez-nous bien, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'économie, loin s'en faut. Mais quand même, le discours est substantiellement porté, illustré de manière, on dirait, à satiété par l'économisme. Bien sûr, ce qui réduit l'émergence à une philosophie politique unidimensionnelle, sans nier, sans renier et sans remettre substantiellement en cause la part importante et stratégique de l'économie dans les politiques d'émergence, vous m'accorderez que l'on puisse dire que on ne peut pas oublier que la nécessité de l'émergence est culturellement sentie comme un phénomène holistique. Et je reprends ce terme que vous avez tout à l'heure lâché, vous n'avez pas insisté,
mais je l'ai bien noté, dans un phénomène holistique. Et je comprends donc, premièrement, je comprends donc que ceci est un apport important à mettre au crédit des chercheurs du cercle d'Otola dans le cadre même de la justesse de leur perception. Rentrons maintenant dans la perspective méthodologique de ce qu'on appelle un manifeste. Un manifeste, c'est une rupture épistémique. Bien sûr, André Breton a eu à poser de nouvelles bases, de nouvelles perceptions éthiques et esthétiques de la poésie. Tout comme Karl Marx a eu à poser de nouvelles bases de la conception de l'histoire politique et économique. Après cette rupture, il y a quoi d'autre? Il y a la déconstruction. La déconstruction des savoirs. La déconstruction de l'éthos. La déconstruction de l'esthétique. Et vous comprendrez, mon cher ami, et vous m'en accorderez, que je puisse emprunter ce concept à l'immense philosophe Heidegger. Lorsque j'emploie le terme déconstruction, je renvoie à la philosophie des lettres de Heidegger, à son ontologie. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que Heidegger vient chercher ici? Ou même son disciple Jacques Derrida. Mais parce que nous sommes dans un monde complexe. Parce que quand nous parlons du décollage de l'Afrique, de son émergence, nous ne sommes plus dans l'unidimensionnalité des choses. Nous sommes dans la complexité. Et il faut comprendre ici le mot complexité au sens de Edgar Morin. Complexus, en latin, veut dire tout se tient. Nous sommes donc dans un monde complexe, dans un monde où tout se tient. Où naturellement, Heidegger ou Derrida, sur la discipline de l'esprit, notre esprit, nous convoquons les concepts. C'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il ne s'agit pas simplement d'être séduit par la beauté du signifiant des concepts. Mais en fait, ces signifiants renvoient à quel type de signifié, à quel type de résonance. Cet ouvrage est une déconstruction. Ça veut dire que cet ouvrage dévoile quelque chose qui est dans la construction du concept émergence n'a pas été évoqué. Considération a été oublié, ajourné, ou comme dit Derrida, a été mis dans la différence. Écrivez différence ici avec A et non avec E. Parce que différence ici avec A, c'est un substantif qui vient du participe présent différent, du verbe différer, retarder, ajourner, oublier. Alors, qu'est-ce qui, dans la démarche de la construction et de la... C'est bien sûr la tradition. Et vous avez raison de convoquer aujourd'hui la tradition pour montrer que nous ne sommes bien pas que l'économisme qui doit être hégémonique dans l'appréhension des concepts aussi complexes au sens d'Edgar Morin.
Donc, ce sont les traditions. Et vous avez raison, naturellement, de les convoquer sur le double regard, la double opérativité, à la fois l'industrialisation des traditions, mais en même temps aussi l'industrialisation de l'Afrique par les traditions. Ça, je vous le dis vraiment en toute amitié, ça, je l'ai vraiment apprécié. Donc, ceci est donc à mettre au crédit de vos chercheurs et de vous-même. Mais toujours, à travers ma méditation, lorsque j'ai fermé les yeux, nous avons le concept, émergence. Nous avons ensuite l'indus-tradition, qui ne justifie pas l'émergence, mais qui montre la voie par laquelle il faut passer. Alors j'ai compris que pour ceux qui sont assez philosophes, quand ils liront ce travail, je l'ai senti comme un discours de la méthode. Mutatis mutandis. Discours de la méthode. Pour qu'effectivement, nous ne nous contentions pas simplement des concepts opératoires, mais comment les mettre, les mobiliser pour les mettre en action. C'est ça l'important. Mais alors, mon cher ami professeur Binam Nicole, est-ce que cette approche est possible par ces temps qui sont les nôtres, par ces temps-ci? Pensez-vous véritablement qu'on peut arriver à mobiliser la tradition, qu'on peut arriver, comme le disait avec dans un immense et fervent plaidoyer le ministre et mon cher ami Narcisse Mouelé-Kombi, Sa Majesté, qu'on peut mobiliser l'ésotérisme africain pour soutenir l'émergence, mais dans quel contexte paradigmatique? Si c'est dans le même contexte paradigmatique qui justifie et valorise la division internationale du travail, alors, mon cher ami et professeur, j'en doute. C'est pourquoi, modestement, je voudrais aussi inviter les chercheurs, l'équipe des chercheurs réunis autour de vous, de réfléchir sur une seconde rupture, une rupture paradigmatique, cette fois-ci en structure profonde, car jusque-là nous avons abordé l'émergence en structure de surface. Il nous faut maintenant remonter jusqu'au présupposé, en structure profonde, pour que ce que nous souhaitons soit réalisable. Car à la vérité, cette mondialisation qui porte et justifie cette division internationale du travail, tant qu'elle n'est pas subvertie intellectuellement, nous ne serons pas en mesure de mettre en œuvre et en mouvement tout notre génie, toute notre vision d'émergence dans l'optique de l'endogénéité que j'approuve du reste. Car la vérité, le modèle fondateur sur lequel se greffent nos pensées est encore exogène. Lorsque cette mondialisation que nous connaissons d'essence néolibérale sera intellectuellement subvertie et que nous aurons mis en place une altermondialisation ou une hétéromondialisation,
Alors en ce moment-là, en tenant compte et de la complexité qui s'appuie sur la diversité. Le ministre Moïse Koumbi a parlé de la diversité des couleurs, des nuances. Mais oui, mais c'est ça la vie. Mais si nous voulons que cette vie soit industrialisée, comme cela s'est fait en Corée du Sud, comme cela s'est fait au Vietnam, comme cela s'est fait en Chine, il nous faut une seconde rupture. Subvertir la mondialisation telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Mettre en place les jalons, les bases d'une intermondialisation. À la vérité, est-ce que ce n'est pas ce que le président de ce pays, son président Paul Biya, parle de mondialisation à visage humain? Je le traduis ainsi, peut-être plus rapidement et d'une manière un peu plus passionnée, parce que ce livre m'a passionné et je voudrais vous communiquer cette passion. Mais je pense que cela n'est possible qu'après la subversion de cette mondialisation néolibérale. Car avec l'hétéromondialisation, nous pourrons enfin mettre en place un nouveau paradigme de tous les possibles politiques émergentielles. Merci pour votre patience. Et repartir. L'intervention qui va suivre est une première indication de l'écho que suscite et que va sans doute susciter le concept d'indus-tradition dans la communauté universitaire. Madame le professeur Florence Tabé, chef de département de linguistique à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1, va prendre la parole. Madame le professeur. Nationalization of Africa by Africa, in Africa, for Africans, based on the deep-seated traditions and the mechanisms put in place in order to valorize the cultures and languages of Africa. Reading through this volume, what I gather is that African nations face diverse challenges. These challenges, both endogenous and exogenous, comprise globalization, industrialization, unemployment, a vibrant public sector and private sector, today's hard issues with the pandemic, and issues of technological knowledge based on languages that are not indigenous to Africa. The African continent is seeking for ways to develop its own models and skills, to build capacity, and to find entrepreneurial solutions to overcome these challenges. It contends to this end that the deep-seated knowledge and skills to ensure sustainable socioeconomic development projects already exist in African communities. However, these grassroots knowledge and skills must be channeled through programs that apply socioeconomic models for their formalization. Capacity building is indispensable in the materialization of agriculture, scientific, entrepreneurial, engineering, and technological projects to produce more value-added goods and services in a sustainable manner. In recent times, there has been a shift towards a trade rather than an philosophy to develop the economy, the economic capacity of Africans. This trend is typically based
at developing market-based incentives that assist people to help themselves through stimulating social businesses. And if philosophy aims to produce financially viable solutions for social improvement projects, that is a concept that is already interwoven in Africa's collective unconsciousness. This approach to socioeconomic development, and in many ways it's shifting the ideology of development on the African continent. Another prevalent trend related to the trade versus aid approach is that of the fortune at the bottom of the pyramid philosophy. It is based on developing business model the poorest. In fact, the people of Africa are entrenched with their own intuitive knowledge on African solutions to affect socioeconomic change. We have some 2,035 indigenous languages, according to NERS and HERN 2001. This total represents a third of the world's languages. This reflects a rich trajectory of cultures. But an investigation of the relationship between language and society in Africa is fraught with historical complexities. Languages function autonomously in their respective social contexts. Traditional societies with their indigenous knowledge systems were able to accumulate knowledge and to interpret it across critical areas of knowledge such as astronomy, medicine, philosophy, and Africa also traded their languages and cultures. This was an imbalanced trading exercise, as the languages did not survive their new context. African languages were marginalized in the colonial era in favor of English, French, Spanish, Portuguese, the languages of the colonizers. The use of these languages in all the formal sectors of the society, both private and public, continues unabated in general social practice. That is, the European literary culture has stripped the indigenous culture, and unequal relations of power between the two have persisted to this day. European languages are associated with prestige, economic progress, and modernity. African languages for decades have been considered a nostalgic remembrance of warring past, being preserved only as superstition folklore. African languages are the repository of indigenous language. Indigenous language, according to Macmillan and Freeman, 2001, is phenomenological because it is the culture and social experiences that drive a community to adopt certain values and norms, to coexist in the environment sustainably. It is the knowledge that makes people generate comparative advantages in social and economic development, given that certain skills or economic production are present in certain communities and not in others. Indigenous language is set to grow and to sustain itself in the society from one generation to the next, and has given rise to an interdependency in socioeconomic development between African nations. Wolfson, quoting the president of the World Bank, opines in this connection that indigenous language is an integrated part of the culture and history of the local community. And accordingly, there is need to learn from local communities to enrich the development process. In other words, the voices of the indigenous people depicted in indigenous communities must not be overlooked in developmental processes that affect their communities. Since indigenous languages or indigenous knowledge remains embedded
in African languages, the latter have become the catalyst for development in the continent. It has been seen by many as an alternative way of promoting development in rural communities. And in many parts of Africa, it is the basis for local level decision making in agriculture, healthcare, food preservation, education, natural resource management, and a host of other activities in rural communities. However, these languages are still underdeveloped compared to the existing exoglossic languages in the continent. The language developers of Africa have failed to provide an informed nexus with socioeconomic development associated with backwardness, illiteracy, and ethno-traditionalism. The impact of globalization, westernization, and unequal technological development seem to be pushing African languages for extinction. The custodians of indigenous African languages are invited to appropriate, reappropriate, proliferate, and valorize these languages against endangerment. The Africans need to change this process and develop the economic value of indigenous languages. It will be unrealistic, however, to embark on a full-scale counter-project to remove the European culture present on Africa to restore indigenous African languages and cultures. There is need to find an integrated principle that oscillates between African languages and European languages to enrich this bipolar legacy over time. The goal is to evolve through clear policy, fully functioning African languages and fully functioning European languages as we achieve a multilingual identity. The desire to replace bipolarity with multilingual versatility has been captured by Stina Kangas in 1996 and the following. There is a fascinating connection between multilingual versatility and social intelligence. The universal democratization of literacy will be at the heart of the crystallization of such an identity with multiple cross-language influences. While the national constitutions provide a policy and institutional frameworks for the protection, maintenance, and promotion of all of these languages, the teaching and learning of African languages is far from ensuring impartial cooperation between the form and the function of the languages. Adoption of an armchair and moribund strategies and theories in the description of these languages makes it difficult to perceive the intrinsic values per se in the promotion of socioeconomic development in Africa and beyond. African languages must be optimally integrated in the education systems. They must contribute in translating their civilization, identity, scientific, technological resources for Africa, by Africa, in Africans. Thank you. Se souffler en musique et je vais inviter à l'instant on fait le chemin afin de garantir à notre chère et belle Afrique un merveilleux lendemain. Oserons-nous enfin mettre dans le même parchemin industrie et tradition, le passé et la vision, pour qu'ensemble on fasse de grandes choses et on arrête de prendre de grandes pauses. Paris ne s'est pas fait en un jour, on ne fera pas Yaoundé en un jour. Le texte que je vais faire maintenant, c'est pour dire qu'ici en Afrique, tout le monde ne rêve pas de partir, car il existe de grandes belles âmes, comme le Cerdotola, ou le ministère de la Culture, qui ne pensent qu'à la bâtir
Mon nom est Rodrigue Njana Ere, père de lance de l'émotion. Merci. Mais de près on voit Azamba Dipenmaye et Misma. Cher Sixtine, ton témoignage me touche, me pousse, me bouscule, me perce, me couche. Tu vois là dans la colère, je bascule. Quand je vois dans quoi tu as versé, franchement, j'en tomberai presque à la renverse. Alors sois tranquille, voici le revers de tes versets. On dit que de loin on regarde, mais de près on voit. Azamba Dipenmaye et Misma. Cher Sixtine, ton avis sur le continent noir est un peu comme un avis d'expert. Ensemble de connaissances cohérentes qui dans l'ignorance respirent. Toi et certains vous présentent l'Afrique en tableau et déjà vous vous apprêtez à titrer, La faute à ces médias qui se prennent pour des médiums, mais qui médisent plus qu'ils ne disent la vérité. Alors je t'invite à te rapprocher de ma réalité. Même si c'est vrai qu'ici, comme disait l'autre, ici en Afrique, ce n'est pas toujours une réalité. Mais vas-y, tu verras qu'elle est cool quand même, rapproche-toi de ma réalité. Vas-y, fais un zoom. Car de loin on regarde, mais de près, on voit. De loin on regarde, mais de près on voit. Et Azamba Dipenmaye et Misma. Cher Sixtine, tu ne sais rien sur mon continent. Crois-moi, vous parlez de l'au-delà, rien ne vaut la vie d'un fantôme. L'Afrique n'est pas un zoo, et si tu fais un zoom, tu verras qu'ici il n'y a pas d'état de bête qui se passe comme de femmes bêtes à chaque fois. L'Afrique n'est pas un vaste champ de tir, et si tu fais un zoom, tu verras qu'ici il n'y a pas d'état de CFA qui se font de CFA. Et la Coupe du Monde, tu connais, mais elle a pris approche de nous récemment. Alors moderne sur notre sens de l'organisation, car à l'ère moderne aussi notre sens d'organisation. Vas-y, fais un zoom, car de loin on regarde, mais de près on voit. On dit que de loin on regarde, mais de près on voit, alors tu sais ma chère. Nous les Africains, on est aussi comme vous, comme eux, cool, mais comme tous, avec des points parfaits. Alors on commence par faire un garantir à notre chère de l'Afrique, comme nous comme le cercle de Torah, comme le ministère de la Culture, le temps parler. Merci. Majesté, chef traditionnel, chers experts et adeptes de la recherche et de la culture, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une tâche extrêmement difficile de venir après tant d'intervenants si éloquents et en fin de journée. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur, cher professeur, cher ami, de prendre part à cette cérémonie de dédicace et de présentation de l'ouvrage Indus Tradition de l'Afrique, ou le temps des traditions pour l'industrialisation et l'émergence du continent noir. Je voudrais tout d'abord féliciter le professeur Charles Binam Lukoy et le docteur Jean-Eudes Bien, ainsi que le Cerf de Tola, pour cette brillante publication qui nous plonge dans nos racines pour mieux nous positionner avec un regard prospectif sur l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie d'avoir bien voulu associer l'UNESCO qui se préoccupe beaucoup du patrimoine, mais aussi de la problématique de la culture et du développement. Mesdames et messieurs, ce nouvel ouvrage que nous découvrons aujourd'hui nous invite à envisager le développement durable de l'Afrique en tirant pleinement profit de notre patrimoine culturel et matériel, de nos traditions, pour porter le continent vers son émergence que nous souhaitons et œuvrons tous. Plus qu'un concept, l'Indus Tradition est tout un programme qui nous invite à penser et repenser l'industrialisation et l'économie de l'Afrique à partir de nos traditions. La Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles reconnaît le rôle clé de la culture, de la créativité, de l'innovation
pour relever les défis de développement durable, encourager la croissance économique et promouvoir l'inclusion sociale.